Au XVIIIe siècle, Bauder, naturaliste hollandais, découvre dans les collections d'animaux rapportés d'Amérique du Sud par les explorateurs une grande rainette verte à ventre crème qu'il décrit et dont il nous laisse des gravures d'une grande précision. Il s'agit de Philomédusa bicolore, un nididé qui vit dans la forêt amazonienne. Cette rainette habite dans les frondaisons des arbres. Dans la journée, elle se tient ramassée, immobile dans les branchages. Son dos vert, couleur des feuilles, la rend difficile à découvrir. Elle peut rester ainsi pendant des heures et même des jours, sans bouger. Sa pupille verticale, incisant son iris doré, est l'un des caractères du groupe des Philomédusas. À la tombée de la nuit, Philomédusa bicolore sort de sa torpeur. Sa pupille se dilate, devient circulaire pour capter le maximum de lumière. La couleur de sa robe s'obscurcit. Elle part en chasse, tenaillée par la faim. Elle grimpe avec aisance dans les branchages, d'où le nom de grenouille-singe qu'on lui donne parfois. En effet, ses mains et ses pieds sont préhensibles. Les pouces et même les 2 premiers doigts du pied peuvent s'opposer aux autres. Les disques adhésifs qui terminent chaque doigt, caractère des hylidés, lui assurent une prise très efficace sur les lianes et les feuilles. Il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire, de ventouses, mais comme le montre la microscopie électronique à balayage, d'un ensemble de colonnettes cellulaires entre lesquelles des glandes déversent une sécrétion gluante, ce qui constitue un remarquable système d'adhérence, même sur des surfaces verticales. La capture des proies est difficile à observer dans la nature. En élevage, on voit la rainette s'aider de ses mains pour saisir et ingurgiter les grillons qui lui sont offerts. Les globes oculaires qui font saillie dans la cavité buccale aident par leur mouvement à pousser les proies vers l'œsophage. Presque chaque soir, Philomédusa bicolore fait peau neuve. Elle retire la mince pellicule cornée de sa peau, sa vieille chemise, qu'elle avale consciencieusement car il ne faut rien perdre. La reproduction a lieu lorsque les pluies abondantes remplissent les mares qui recevront les têtards. Dans la forêt guyanaise où sont tournées les scènes qui suivent, cette période s'étale entre janvier et juin. À la nuit tombée, les rainettes se rassemblent au voisinage des points d'eau, où des prédateurs les attendent parfois. Les mâles chantent pour attirer les femelles, et peut-être pour signaler leur présence à des rivaux éventuels. Chacun garde son territoire et parfois une lutte s'engage. Ce sont de silencieuses étreintes qui se terminent par la retraite discrète du vaincu. Quitte à traverser un passage inondé, les femelles rejoignent les mâles.
des couples se forment, et bientôt c'est l'amplexus. Le mâle grimpe sur le dos de la femelle qui l'enserre étroitement au niveau des aisselles avec ses pattes antérieures. Une callosité temporaire qui s'est développée sur le pouce du mâle lui permet d'affermir sa prise. La femelle portant le mâle sur son dos part à la recherche de feuilles propices à la construction du nid. Elle grimpe dans les arbustes, jette son dévolu sur une feuille de grande taille, parfois plusieurs petites, qu'elle va rouler en y déposant ses œufs. Progressant de bas en haut, la femelle rapproche les bords de la feuille à l'aide de ses pattes, tout en pondant ses œufs qui sont fécondés à mesure par le mâle. Par une déchirure accidentelle de la feuille, on aperçoit le flot des œufs libérés par la femelle. Une seule ponte peut en compter jusqu'à 2000. Le mâle quitte alors la femelle qui abandonnera elle-même le nid peu de temps après. Les bords de la feuille sont collés par du mucus. Le début et la fin de la ponte sont composés de gangues vides d'œufs qui forment des bouchons protecteurs aux deux extrémités du nid. Une dizaine de jours après la ponte, les embryons se sont développés. De jeunes têtards munis de longues branchies filamenteuses richement irriguées s'agitent à l'intérieur des gangues. Ces branchies externes vont régresser rapidement. Bientôt, par leurs mouvements, ils se dégageront des gangues muqueuses et leur masse grouillante va s'écouler hors du nid dans la mare où ils poursuivront leur développement. Une foule de têtards nage maintenant activement dans l'eau limoneuse. Ils ne mesurent guère qu'1 centimètre, mais ils ont bon appétit et dans 2 mois, ils atteindront 6 centimètres. Ils broutent des algues microscopiques du film de surface, se maintenant entre 2 os par de rapides mouvements de l'extrémité effilée de leur queue qui ondule comme un fouet. Ils s'attaquent aussi à tous les débris, végétaux ou animaux tombés dans la mare. Les pattes postérieures se développent progressivement. Les pattes antérieures restent cachées dans la cavité branchiale où on les distingue par transparence de part et d'autre du cœur. Elles ne sortiront qu'au dernier moment, à l'approche de la métamorphose. Il est bientôt temps de quitter le milieu aquatique. Tandis que la queue, l'organe natatoire du têtard, commence à régresser, les jeunes rainettes s'agrippent aux branchages qui émergent de l'eau. Leur démarche est encore un peu gauche. Bientôt, la belle couleur verte apparaît. Le moignon de queue se résorbe. La démarche caractéristique s'affirme. Dans 1 an, elle sera adulte. La Philomédusa change de couleur selon l'éclairement. À l'obscurité, elle s'assombrit. Replacée à la lumière à côté d'une de ses sœurs, elle reprend rapidement sa couleur verte. Arboricoles, elles doivent maintenant sous le soleil tropical se protéger des pertes d'eau. Au petit matin, après le vagabondage nocturne, chacune s'enduit le corps des sécrétions grasses de sa peau.
un rituel que pratiquaient déjà leurs parents. Une coupe histologique de la peau montre qu'elle renferme de nombreuses glandes. Les unes très volumineuses et d'autres très petites, juste sous l'épiderme. À plus fort grossissement, une coloration par le rouge sous dents révèle que nombreuses petites glandes sont spécialisées dans la production de lipides. Mais certaines sécrètent du mucus. Quant aux grosses glandes situées plus profondément, elles élaborent un venin très amer qui protège sans doute nos rainettes des prédateurs. En utilisant des méthodes immunocytochimiques, on découvre en ultraviolet une fluorescence de cette sécrétion venimeuse, révélant qu'elle renferme des peptides biologiquement actifs, peptides qui existent déjà chez le tétard. Ce venin peut être récolté par simple pression ou raclage de la peau. En Amazonie, certaines tribus comme les Mayoruna qui vivent aux confins du Pérou et du Brésil l'utilisent pour des rites magiques de préparation à la chasse. La poitrine des chasseurs est brûlée à l'aide d'une liane rougie au feu, puis le venin est appliqué sur ces brûlures ouvertes. Les chasseurs sont alors pris de troubles violents et après une léthargie de plusieurs heures, se réveillent fin prêts pour traquer le gibier. Les biochimistes qui recherchent toujours de nouvelles molécules pour la pharmacologie moderne s'intéressent vivement à ces sécrétions et en ont déjà isolé plusieurs peptides biologiquement actifs, utilisables pour la thérapeutique humaine. Une dermorphine qui, comme la morphine, est capable d'atténuer les sensations douloureuses, mais est beaucoup plus puissante que cet alcaloïde du pavot. Une dermaceptine qui a la capacité de se lier aux membranes externes de micro-organismes pathogènes, comme des bactéries, des protozoaires tels l'agent de la leishmaniose, ou encore des champignons, et de provoquer leur destruction. Les dermaceptines apparaissent donc comme un puissant moyen de lutte contre de nombreuses maladies. Cependant, au moment même où nous découvrons tout l'intérêt que peut présenter cette rainette pour la santé ou le bien-être des hommes, ceux-ci font peser sur elle une lourde menace. En effet, malgré les efforts de protection, la destruction incontrôlée des forêts tropicales sud-américaines met en cause la survie de nombreuses espèces.